Christine. Ouf, c'est bon. Merci Christine. Bon, alors je vais commencer par remercier les organisateurs pour leur proposition de consacrer une communication du congrès aux archives, puisque en effet je ne vais pas parler de l'intégralité des sources de l'histoire du commerce, mais plus particulièrement de celles qui sont conservées dans les services d'archives en Bretagne. D'où le jeu de mots dans l'intitulé de cette communication entre les fonds de commerce qui font allusion aux fonds d'archives. C'est beau, merci. C'est lisible, oui. Alors, tel le crieur public qui annonçait la foire exposition du pardon de Guingamp en 1952 pour attirer l'attention du chaland, je vais tâcher aujourd'hui de vous montrer la diversité des sources, voire de vous donner envie, à l'issue de notre congrès, d'approfondir l'histoire du commerce en allant fréquenter les salles de lecture de nos services d'archives en Bretagne. L'histoire du commerce est un sujet vaste, parce que c'est une activité ancienne et très répandue. C'est une activité qui a produit des archives pour deux raisons principales. La première, c'est que qui dit transaction et intérêt économique dit besoin de traçabilité et de preuves, donc constitution d'archives par les parties concernées. Et la deuxième raison, c'est que qui dit intérêt économique dit volonté par la puissance publique de contrôler ceux qui exercent cette activité commerciale, et ce à toutes les époques. Donc on a créé des documents d'archives à cette fin. Juste pour la petite histoire, cette affiche de Guingamp a été récemment inventoriée par le service archives du Centre de gestion des Côtes d'Armor pendant sa mission de classement des archives de la ville de Guingamp qui avait été sinistrée à l'occasion d'un incendie en 2018. Donc il existe encore beaucoup d'archives à Guingamp. Alors, cet état des sources est en effet un projet collectif. Donc, je vais commencer par vous expliquer nos ambitions et les modalités d'élaboration de cet état des sources. J'ai tout de suite souhaité associer les services d'archives à la première étape, qui est le recensement des sources existantes. D'une part, parce que souvent les archivistes sont parmi les personnes les plus à même de signaler des sources moins évidentes, moins faciles à trouver ou propres à un territoire. Et d'autre part, j'y voyais aussi une opportunité de mener un nouveau projet de collaboration régionale entre nos services d'archives départementales et municipales. Et donc c'est ce que j'ai proposé aux 4 autres directeurs d'archives départementales. Donc j'adresse aujourd'hui mes remerciements très sincères aux collègues qui ont accepté de prendre du temps pour procéder à ce recensement et qui se sont pliés aux règles du jeu que j'ai proposées. Donc vous voyez à l'écran les noms des services contributeurs. Les règles du jeu, parce que le recensement a pris la forme d'un tableau dont je vous montre un extrait. Alors j'imagine qu'au fond vous ne lisez rien, mais vous devrez me croire sur parole. C'était un tableau en 14 colonnes pour procéder à un recensement. Donc chaque ligne correspond à un signalement d'archives. Il peut s'agir d'une liasse ou d'un fonds d'entreprise. Donc on a quasiment 800 signalements à ce jour dans ce recensement collectif. Et les colonnes ensuite permettront de faire des tris, des filtres et de préciser les recherches. Je précise tout de suite que ce tableau que j'ai retravaillé, c'est une version retravaillée que je vous montre là, sera disponible sur le site internet de la CHAB dans un format exploitable, donc pour faciliter le travail des chercheurs. Donc ça permet de faire des recherches par département concerné et par lieu de conservation, quel service d'archives, par des recherches sur le statut des archives publiques ou privées, par époque, par cote, et ensuite une recherche sur les producteurs des archives, l'intitulé, les dates, etc. Donc, à l'issue du recensement, je me suis livrée à un exercice de structuration de façon à donner du sens à cette masse d'informations en élaborant un plan de classement à 2 niveaux. C'est un plan très perfectible, mais je ne pouvais pas prendre le temps de l'affiner ou de mener un travail de fond, puisqu'on n'aboutit pas à un instrument de recherche classique tel que les archivistes en font habituellement, mais c'est déjà un outil de travail qui sera certainement très utile. Cet état des sources n'a aucune prétention à l'exhaustivité, il donne des pistes.
d'ores et déjà, je peux vous dire que par exemple les archives d'Ancien Régime, ils sont sous-représentés parce qu'elles sont souvent dispersées. Et donc l'intérêt de cet état des sources, c'est qu'il permet aussi de signaler des sources plus contemporaines qui sont souvent moins connues et qui font moins l'objet de travaux historiques. Je remercie également Fadila Hamelin qui m'a spontanément proposé des sources sur l'histoire du commerce. Je ne vois pas Fadila, mais on s'est parlé tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, à l'issue de ce travail d'harmonisation et de structuration des données, aujourd'hui, nous en sommes à l'étape de la synthèse. Donc, je vais vous présenter cette synthèse qui est structurée en 3 parties. D'abord, nous parlerons des archives relatives à l'activité commerciale. Ensuite, aux infrastructures commerciales et enfin aux établissements de commerce. Comment faire l'histoire d'un commerce. Ce qui nous permettra d'éviter l'écueil d'un effet catalogue qui serait tout à fait rébarbatif en ce début de journée. Donc, en suivant ces 3 grandes parties, je vais vous présenter un panorama des archives, mais la communication écrite contiendra évidemment beaucoup plus de détails que ce survol qui sera très rapide. Alors, commençons tout de suite par l'activité commerciale. Le contrôle et le suivi de l'activité commerciale avant la Révolution ont laissé des archives, mais elles sont souvent éparses et fragmentaires. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, d'autant plus qu'il y a des communications sur cette période. Je peux vous montrer quand même, parmi les documents les plus connus, les comptes et délibérations de la communauté des maîtres merciers et épiciers de la ville de Rennes, qui sont conservés aux archives de Rennes, où on voit une page d'un registre et une page de délibération. Et puis, aux archives municipales de Dinan, une délibération de la Corporation des cordonniers pour les cahiers de doléances, écrite en 1789, dans laquelle on voit les cordonniers réclamer la défense de leurs statuts et privilèges. Au XIXe siècle maintenant. Alors le XIXe siècle, pour les archivistes, certains le savent peut-être, c'est un XIXe siècle assez large, puisque les séries modernes en archives départementales vont de 1800 à 1940. Ce qu'on peut signaler au XIXe siècle, c'est la production des administrations, préfectures en tête et sous-préfectures, parce qu'elles ont réglementer le commerce après la Révolution et exercer de plus en plus de missions de contrôle. On a par exemple une sous-série qui est consacrée au commerce et au tourisme, la sous-série 8M en archives départementales, qui présente notamment l'intérêt de conserver les archives des organes de représentation du commerce, le Conseil du commerce pendant la Révolution, et puis ensuite les chambres de commerce et les différentes associations de défense des sociétés commerciales qui se sont créées dans tous les départements. Je passe rapidement sur les autres types d'archives qui sont liées aux différentes missions de contrôle de l'État. On a aussi les archives judiciaires, les archives fiscales et évidemment les fonds communaux. Un exemple ici qui vient des archives départementales des Côtes-d'Armor. Oui, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, il y aura beaucoup d'exemples costarmoricains pendant cette communication. C'est une circulaire qui provient du ministre de la Police, qui est adressée au préfet des Côtes-du-Nord, relative à la surveillance des colporteurs, parce qu'un certain nombre d'activités commerciales étaient très contrôlées au titre des commerces réglementés, et notamment les colporteurs. Je vous lis l'extrait qui est à l'écran. Ils ont fait beaucoup de mal, ils pourront faire beaucoup de bien. Pour les empêcher de nuire, il faut les surveiller. Pour les rendre utiles, il faut les diriger. Parmi ces hommes, ceux qui doivent le plus fixer votre attention sont les marchands de livres, d'almanachs et de chansons. L'influence de cette petite composition a toujours été très grande. Autre exemple de type de document qu'on retrouve fréquemment dans les fonds d'archives et notamment dans les archives municipales, c'est tout ce qui est réglementaire et notamment la réglementation autour des marchés. Vous voyez ici 2 exemples qui proviennent des archives de Rennes et de Pontivy au XIXe siècle. Au XXe siècle, les acteurs publics accroissent leurs activités de contrôle, de réglementation, de suivi de l'activité économique, de soutien et d'influence. Les nouveautés par rapport aux missions de l'État et aux archives du XIXe siècle peuvent être résumées comme ceci.
Donc on trouve évidemment les archives propres aux périodes de guerre, avec le marché noir, le contrôle des prix, l'approvisionnement, etc. Les services de l'État se structurent après 1945 et on voit apparaître des services comme la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes, l'inspection du travail qui s'intéresse également aux entreprises commerciales. Le niveau régional de représentation de l'État prend son essor et ça a laissé des fonds d'archives importants aux chefs-lieux de région, aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Par exemple, la mission régionale qui était placée auprès de la préfecture régionale dans les années 1960, la direction régionale de l'INSEE qui a produit des enquêtes annuelles d'entreprises du commerce, ou la délégation régionale au commerce et à l'artisanat. Et puis les tentatives d'intervention des pouvoirs publics et notamment des collectivités face à la vie chère après la guerre, puis en faveur du développement économique de la Bretagne et ensuite de la modernisation du commerce, notamment en milieu rural ou en ville, a produit des documents en lien étroit avec les enjeux d'aménagement du territoire. À côté des administrations, on a les instances de représentation des acteurs du commerce qui existent depuis le XIXe siècle, mais qui prennent de l'importance. Et parmi les gros producteurs d'archives qu'on trouve dans les archives départementales, on a les chambres de commerce et d'industrie, les chambres départementales et la chambre régionale. Un exemple qui vient des Côtes d'Armor à nouveau, la CCI des Côtes du Nord a produit de nombreux comptes rendus de réunions et d'études diverses et variées. Et ici, on a le compte rendu de la commission commerce en 1974 qui montre les préoccupations des acteurs du commerce. Et en l'occurrence, ils s'inquiètent de ce qu'ils appellent le paracommercialisme, c'est-à-dire de la concurrence qui est exercée notamment par les coopératives agricoles vis-à-vis des acteurs traditionnels du commerce. On a aussi des archives des chambres des métiers et de l'artisanat qui peuvent être intéressantes, mais qui sont beaucoup moins souvent collectées et conservées. Et parmi les organismes privés, on peut citer dans le Finistère l'exemple du Comité d'expansion économique de Cornouailles, le CECOR, qui entre 1963 et 1979 a produit beaucoup d'études pour contribuer au développement économique de la Cornouaille. Et le fonds est conservé à Quimper, aux archives départementales. Donc j'en viens à la deuxième partie consacrée aux infrastructures commerciales. Je ne vais pas beaucoup m'attarder, mais il existe moult archives sur les routes, les chemins de fer, la circulation fluviale et maritime, les ports, etc., à toutes les époques, parce que le commerce intérieur et le commerce extérieur étaient un enjeu majeur pour la péninsule bretonne. Un exemple à l'écran, certainement difficile à lire, mais qui provient à nouveau de la CCI des Côtes du Nord. C'est un compte rendu d'une séance en 1900, au cours de laquelle les membres de la CCI émettent un avis par délibération en faveur du prolongement de la construction de la ligne de chemin de fer de Saint-Main à Loudéac, avec notamment des enjeux de développement économique. Ensuite, on peut s'intéresser au bâti du commerce. Au Moyen-Âge et à l'Ancien Régime, on trouvera des descriptions écrites des maisons de ville, des granges, des halles ou des cohues. À partir du XVIIIe siècle, on a plus de documents figurés, et notamment des plans et des élévations. Deux exemples ici qui viennent des archives municipales de Rennes, des plans dessinés par l'architecte Marteneau au XIXe et au XXe siècle, avec le projet de bâtiment d'octroi à Rennes et le projet de halle centrale. Mais on a d'autres sources très classiques pour étudier le bâti, le cadastre notamment, les permis de construire, les fonds d'architectes, et puis des archives figurées, notamment photographiques, dont voici deux exemples. Le premier à gauche est une photo de la devanture de la librairie Le Goisiou à Quimper, qui vient du fonds Villard aux archives du Finistère. Et l'autre est une représentation une photo d'une boutique Place du Martret à Lamballe, qui vient du fonds Alain Raison du Clesiou aux allées des Côtes d'Armor. Après la Seconde Guerre mondiale, le développement des centres commerciaux et de zones commerciales a donné naissance à des archives très nombreuses et volumineuses qu'on trouve dans les communes
au niveau des services d'urbanisme et dans les archives des cabinets du maire, puisqu'il y a une dimension politique importante avec des enjeux économiques. On trouve aussi des archives intéressantes à la préfecture, puisqu'il a été créé une commission départementale d'urbanisme commercial, dont on voit un document à l'écran. Alors je vous explique. En fait, c'est un rapport d'instruction qui a été produit par la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor à la demande de la commission départementale d'urbanisme commercial, qui était chargée d'instruire une demande d'agrandissement du magasin Festival à Loudéac en 1984. Donc la CCI étudie le tissu commercial du pays de Loudéac et émet un avis défavorable à cet agrandissement pour différentes raisons, et notamment pour ne pas dévitaliser le commerce rural. Donc on a énormément de productions écrites de ces organismes qui sont très intéressantes pour étudier l'expansion commerciale et ses limites au XXe siècle. Et évidemment, on ne peut pas parler du commerce sans évoquer les foires et marchés, qui sont des espaces ponctuels du commerce. On sait toute l'importance des foires au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime. Elles ont laissé des archives globalement peu nombreuses, mais j'ai trouvé cet exemple intéressant parce que l'imaginaire collectif rattache bien toujours les foires au Moyen-Âge. À l'écran ici, on a une affiche annonçant la fête commerciale de Machecoul en 1987, qui est conservée aux archives départementales de Loire-Atlantique, où on retrouve tous les attributs des foires médiévales. Et puis, sur le sujet des marchés, on trouve pléthore de représentations photographiques, de cartes postales et de plaques de verre qui montrent les différentes places du marché. Autre exemple ici photographique, dans le fonds Guifès aux archives du Finistère, il y a un nombre assez important de photos prises lors de la foire exposition à Quimper en 1958. Et puis on collecte des archives récentes sur les foires. Aux archives des Côtes-d'Armor, nous avons récemment fait entrer un fonds privé, le fonds Gérard Gauthier, qui illustre l'histoire du commerce à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, avec notamment des dossiers sur l'organisation de la foire exposition de Saint-Brieuc, dont on espère qu'ils attireront les historiens, pas forcément tout de suite, mais dans les décennies qui viennent. Pour terminer, je voudrais aborder la troisième partie qui est les établissements de commerce. Quelles sont les archives qui permettent de faire l'histoire d'un commerce? Donc, plusieurs services d'archives ont produit des outils d'aide à la recherche qui sont très intéressants pour cela. Vous en voyez deux exemples à l'écran. Parce que retracer l'histoire d'un commerce nécessite de consulter des archives provenant de sources très diverses. Ces archives résultent en effet des différentes étapes de la vie d'un commerce, sa création, son immatriculation, le paiement d'impôts, les baux, les travaux, l'inscription sur un annuaire, etc. Et les renseignements qu'on obtient en consultant ces sources diverses peuvent paraître parfois bien minces, mais c'est le recoupement de ces informations à l'échelle d'une commune ou d'un territoire ou d'un quartier qui permet de se faire une idée de cette activité commerciale. Alors avant la Révolution, on peut citer en particulier les sources suivantes. Aux archives municipales, les registres de capitation qui permettent de localiser les commerces parmi l'ensemble des habitants qui devaient s'acquitter de l'impôt. Un exemple qui m'a été donné par les archives municipales de Pontivy, un registre de capitation de 1745, où l'on voit place du Grand Martret, le perruquier, le tailleur, donc à côté de leur activité d'artisan, exercent une activité commerciale forcément. Aux archives départementales, on trouvera également des terriers et des plans qui permettent de situer les commerces et d'en connaître les propriétaires à une date précise, ainsi que le contrôle des actes et les archives notariales, ce qui sont des sources intéressantes pour repérer notamment les inventaires après décès et parfois les inventaires dressés après faillite, parce qu'ils contiennent des renseignements précieux sur l'environnement matériel des commerçants. Et puis les contrats de mariage permettent également d'appréhender l'aide parentale lors de l'installation des fils de commerçants, par exemple.
Au XIXe siècle, on retrouve l'importance des archives de préfecture qui donnent aussi des informations individuelles sur les commerçants, à travers les commerces réglementés dont j'ai déjà parlé, mais aussi les passeports de l'intérieur qui permettaient de contrôler la circulation notamment des commerçants ambulants, ou les distinctions honorifiques qui permettent d'étudier l'attribution de distinctions aux personnes ayant œuvré pour le développement du commerce sur leur territoire. Aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine, il existe un fichier de recensement de la main-d'œuvre qui a été constitué dans les années 30 pour préparer une éventuelle mobilisation de la main-d'œuvre et qui fournit également des informations sur les commerçants. On consultera également utilement les archives judiciaires. Alors là, ça se complique un peu, mais pour faire simple, dans les archives des justices de paix, on peut consulter l'enregistrement des actes de société, et dont les actes de société commerciale. Et puis surtout, le gros producteur, c'est le tribunal de commerce. Celui-ci exerce deux types d'activités, une activité juridictionnelle et une activité administrative. Dans le cadre de l'activité juridictionnelle, on consultera utilement les contentieux relatifs aux transactions commerciales, relatives aux faillites ou aux liquidations judiciaires. Et dans l'activité administrative, on trouve des documents très importants liés au dépôt d'actes des sociétés. Je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. La fiscalité professionnelle est également une source intéressante avec la patente, qui est l'impôt commercial par excellence, institué en 1791. Et puis la contribution des portes et fenêtres, par exemple, peut également permettre d'étudier les commerces. Donc il serait intéressant de consulter les rôles correspondants qui ont été établis par les perceptions pour prélever l'impôt. Autre source fiscale, les baux de fonds de commerce, les mutations de fonds de commerce et de clientèle, voilà, tout ce qu'on trouve dans les archives de l'enregistrement et des hypothèques. Les recensements de population sont également une source intéressante puisque systématiquement la profession est indiquée dans les recensements. Et une source peut-être moins connue que je voulais citer, c'est les dossiers de clients des notaires. Alors on connaît plus souvent les minutes notariales qui sont des archives publiques, mais les notaires, pour exercer leur activité, ont également constitué des suivis pour accompagner le suivi de leurs clients. Et ces archives privées ont parfois été collectées par les archives départementales. Et aux AD des Côtes d'Armor, l'année dernière, je crois, on a collecté un échantillon de dossiers clients de l'étude notariale de Pléneuf-Valandré, en mettant l'accent sur les familles importantes de la ville de Pléneuf, ce qui nous a permis de collecter, par exemple, des dossiers relatifs à la famille de Léon Carfentan, armateur négociant. Donc ça permet d'étudier plusieurs générations de commerçants et d'étudier notamment leur niveau de vie. Au XXe siècle, la source principale provient du tribunal de commerce. Alors, il y a deux typologies documentaires qui peuvent être utiles, notamment le dépôt des marques de fabrique. Alors, pour être protégée, une marque devait être déposée à partir de 1856, officiellement au greffe des tribunaux de commerce. La marque de fabrique comprend le nom du produit qui est utilisé par le commerçant, ainsi que son étiquette. Et on a parlé fromage breton hier au déjeuner, et les archives de Loire-Atlantique ont numérisé une collection de marques de fabrique. Donc si vous avez du temps à perdre, c'est intéressant à feuilleter. Il y a beaucoup de dessins intéressants. Ici, on a une illustration d'une fromagerie du Clair de Lune avec la justification des choix et du nom de la marque. Et puis, surtout, la source, c'est le registre du commerce et de société. Donc, comme l'illustre cette diapo, c'est particulier. Le RCS, le registre du commerce, n'est pas illustré. Voilà. C'est un document qui peut être assez ingrat, qui a été créé en France en 1919. Le registre du commerce est un instrument de publicité et c'est un moyen de constater officiellement l'existence des commerçants. À partir de 1936, un autre registre est créé, le registre des métiers.
Donc les artisans qui étaient auparavant dans le registre des commerces et des sociétés sont désormais immatriculés au registre des métiers. Qu'est-ce qu'on trouve dans le registre du commerce et des sociétés? Systématiquement, pour tout acte concernant la vie d'une entreprise, et notamment d'un commerce, on aura des informations sur l'état civil des commerçants, sur l'activité exercée, et puis sur les modifications. S'agit-il d'une déclaration d'activité, d'une liquidation, d'une faillite, etc., ou d'une cession? Je vais vous montrer quelques exemples, parce que derrière la notion de registre, en fait, il s'agit de plusieurs typologies documentaires dont nous conservons des dizaines, voire des centaines de mètres linéaires. Je ne sais pas, c'est peut-être pas très lisible, mais il s'agit ici du registre de Saint-Brieuc, des déclarations aux fins d'immatriculation en 1942, avec deux déclarations différentes qui concernent deux femmes. Celle de gauche reprend le fonds de commerce de débit de boissons, épicerie et charcuterie de sa mère. Et la deuxième, à droite, s'installe pour vendre de la bonneterie, mercerie, laine, etc. Mais pour cela, en tant que femme mariée, il lui a fallu obtenir préalablement l'autorisation de faire le commerce par un acte notarié qui est identifié, dont la date est indiquée sur le document. Donc, on voit par exemple ici qu'une étude de l'histoire du commerce par le prisme du genre est possible et serait certainement intéressante également. Le registre des métiers est également une source intéressante. Ici, un exemple de 1940 où l'on voit la déclaration d'installation d'un constructeur dépanneur de TSF en 1940 à Saint-Brieuc. Voilà, il y en a beaucoup, mais je passe. Les archives de la fiscalité professionnelle peuvent également permettre d'étudier notamment les biens qui appartiennent à des fonds de commerce au moment de leur cession, parce qu'ils sont listés dans leur intégralité. À l'écran ici, vous avez un extrait d'un registre qui concerne la cession d'une crêperie à Saint-Brieuc, dans le quartier des archives départementales, où on voit décrit l'intégralité des biens possédés par la crêpière qui cède son activité. Donc, j'ai choisi ces exemples pour vous montrer que l'intérêt du registre du commerce et des sociétés réside notamment dans le fait qu'il permet d'étudier les petits commerces. Parce que les plus grandes entreprises commerciales peuvent avoir constitué des fonds d'entreprise, et on les connaît de cette façon. Mais pour étudier les plus petits commerces, et surtout les commerçants et les commerçantes, c'est une source extrêmement précieuse. Il faut avoir une information soit nominative, soit de date, pour entreprendre une recherche dans ce registre. Les archives privées sont évidemment une source très intéressante. Donc je parlais à l'instant des fonds d'archives d'entreprise, qui peuvent être très précieux, qui n'ont pas été collectés systématiquement parce que ce sont des archives privées et non publiques, donc il n'y a pas d'obligation, donc ça dépend. On les trouvera dans les services d'archives si les entreprises ont souhaité faire cette démarche, ou si les services d'archives ont mené une démarche de collecte proactive sur ce sujet. Donc on a une très grande diversité de fonds d'entreprises commerciales en Bretagne à toutes les époques. À l'écran ici, j'avais mis un extrait de l'état des sources qui est issu du travail collectif des services d'archives qui montre un peu la diversité de l'Ancien Régime à nos jours. Et puis un exemple illustré donné par les archives du Morbihan avec cette belle truite arc-en-ciel qui provient de l'entreprise du fonds d'archives de la salmoniculture de Pont-Carlo à Plouay. Les services d'archives conservent également des archives sonores et audiovisuelles. Deux exemples parmi d'autres. Les archives de Rennes conservent des témoignages sur les commerces du quartier de Clenay. Et les archives du Morbihan conservent des enregistrements relatifs au commerce provenant des émissions de la radio Pro-Gwened. Les sources imprimées complètent évidemment les archives. Et en matière commerciale, on consultera notamment les annuaires et les bulletins commerciaux qui permettent de connaître l'adresse et les dates d'activité.
Les documents publicitaires qui peuvent être conservés dans des catalogues, on a des fonds conservés, constitués d'étiquettes, de papiers en tête, de cartes publicitaires. Un exemple qui vient des archives du Morbihan, avec un album collecté assez récemment, contenant des papiers et factures en tête relatifs à des établissements installés en Bretagne au début du XXe siècle. Les périodiques spécialisés peuvent également être très intéressants, ou les périodiques publiant des annonces commerciales, ainsi que la littérature grise assez nombreuse et les monographies d'entreprises. Donc, pour conclure, finalement, on a assez peu de fonds d'archives de commerce, mais en tant qu'ensemble organique d'archives provenant d'un même producteur. Mais il existe beaucoup d'archives très diversifiées pour étudier l'histoire du commerce en Bretagne. Il y a d'autres ressources que je n'ai pas approfondies, mais une simple consultation sur les sites internet révèle des données intéressantes. La Cinémathèque de Bretagne, Dastum, les bibliothèques, les musées, le CRBC, les chambres de commerce elles-mêmes ont gardé beaucoup de documents. Et dans les services publics d'archives, la collecte d'archives publiques ou privées en matière de commerce se poursuit, quel que soit le support de ces archives. Et on trouve également la presse. Alors, je terminerai cette présentation non pas sur une vache archéologue comme hier, mais sur un article publié récemment par le Télégramme de Saint-Brieuc, qui concerne une possible extension d'une zone commerciale à proximité des archives départementales. C'est pour ça que nous sommes concernés. Donc, c'est intéressant, la presse relaye les arguments des uns et des autres en faveur de cette activité. En tout cas, si cette zone commerciale se développe, lors de votre prochaine visite en salle de lecture des archives des Côtes d'Armor, vous pourrez conjuguer culture et shopping. Ça va vous faire plaisir. Je vous remercie pour votre attention. Merci Gladys pour ce panorama très complet et qu'on va retrouver donc sur le site. C'est ça qui est intéressant. Donc, le site de la CHAP va s'enrichir d'une contribution archivistique très très utile. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres sources d'archives auxquelles vous pensez. C'est peut-être le moment de poser la question ou de le suggérer. Donc, la parole à la salle. Le micro arrive ici, monsieur Broudic, devant. Oui, Gladys, vous l'avez dit, ce sera mis en ligne sur le site de la CHAP et Bruno confirme. Ah ben je sais pas, moi je suis. Hein. Et est-ce que c'est un lapsus ou bien effectivement ce sera aux archives départementales, sur le site des archives, ou bien sur le site de la CHAP? Ah bah non, c'est la CHAP. Parce que pour l'instant, je ne suis pas concerné. Non, mais l'objectif, ce serait de le mettre sur le site de la CHAP, ce serait plus pertinent. Bah oui. Après, on peut l'accueillir sur un autre site et faire un lien sur le site de la CHAP si techniquement ce n'est pas possible. Mais ça pourrait l'être, mais... Bon, on va en parler alors. Oui. Il peut y avoir des enjeux de sécurité. Et j'avais une question complémentaire, si vous voulez bien. Vous avez parlé de petits commerces, par exemple. Mais est-ce que l'on peut, dans votre banque de données, là, retrouver de quoi constituer l'émergence et le développement incommensurable des grandes surfaces et de l'industrie agroalimentaire dans vos archives? Merci par avance. Oh oui, nous avons des volumes importants d'archives qui permettent d'étudier cette problématique. Celle dont je vous parlais, les archives des organes de représentation, des services publics, c'est intéressant. Dans les archives des communes, on trouve au niveau politique, au niveau des cabinets, un nombre de dossiers très importants qui montrent la volonté de rechercher un équilibre pour protéger les intérêts des commerçants, mais aussi défendre l'aménagement du territoire, le développement économique, et les zones commerciales et l'activité agroalimentaire est particulièrement représentée.
Oui, Je vais m'éloigner parce que je suis un peu Juste, donc ça me marque que je suis béotienne en informatique, puisque c'est moi qui t'ai dit, Gladys, que ce serait sur le site, donc j'avais pas pris la peine d'informer Franche. Merci pour cette contribution. Moi, je voulais signaler les étiquettes de la presse armoricaine de Morlaix, la PAM, qui sont conservées au Centre de recherche Bretagne et Celtique, et qui sont une source inépuisable de recherche, alors à la fois sur le commerce, mais aussi assez sociologique, voire ethnologique, puisque il y a des étiquettes de vin d'Afrique du Nord, et il y a une étude très intéressante sûrement à faire sur la façon dont on présentait ces vins. Voilà, donc ça c'est un point important. Puis je pense qu'aux archives de Brest, il devait y avoir des choses aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Moi j'aurais ajouté, tu en as parlé, mais dire que dès l'Ancien Régime, on a les consulats, qui sont les ancêtres des tribunaux de commerce. Sachez que c'est dans mes séries dont je m'occupe aux archives d'Ille-et-Vilaine, on a des séries très complètes sur tout le XVIIIe siècle, avec des inventaires de tous les commerces à Rennes et à Saint-Malo particulièrement. Et puis on a un problème, tu as évoqué un peu méthodologique pour faire ce travail, c'est de savoir où commence l'artisanat, enfin où finit l'artisanat, où commence le commerce. Parce qu'il y a beaucoup de professions, c'est vraiment un boulanger, il fabrique son pain et le vend, enfin il y a plein de... alors on se demandait s'il fallait s'arrêter au pur commerce ou il fallait... Et effectivement il y a les deux. Hein, donc, bon. En tout cas il nous a pas dit où étaient les archives Leclerc. Ça on ne sait pas. Est-ce qu'il y en a je ne pense pas qu'elles soient communicables. Non. Bon. Donc on va remonter un peu le temps là, avec Philippe, si tu veux bien venir. Merci Gladys, encore.